Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire sur les achats durables. Dans ce webinaire, nous aimerons vous montrer, discuter avec vous les possibilités de la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics créée par votre commune. Moi, je m'appelle Philippe Scheidegger et je suis le directeur de Swiss Fairtrade. Swiss Fairtrade, c'est l'organisation fatière des organisations du commerce équitable en Suisse. Fairtrade Town est une campagne internationale que nous portons en Suisse et qui encourage une consommation responsable et équitable dans les villes. Alors, dans la Suisse, il y a environ une vingtaine de communautés actives en Suisse, comme Bâle, Berne, Schnee, Fribourg et d'autres dont vous allez entendre parler. Mais avant de commencer, quelques règles et conseils. S'il vous plaît, veuillez mettre votre microphone en sourdine, alors mute, afin que nous ayons la meilleure transmission possible. Et vous trouverez ci-dessous la fonction de chat. Vous pouvez vous présenter ou poser des questions. Nous y répondrons après que chaque chapitre. Et je vais le consulter régulièrement. Bien entendu, vous pouvez aussi poser des questions directement. Vous êtes live. Nous enregistrerons le webinaire pour rédiger un bref rapport, mais le vidéo ne sera pas publié. Les présentations seront disponibles en ligne. Alors, les marchés publics, je dois admettre que le droit des marchés publics est un droit compliqué et qu'il comporte de nombreuses questions à définir. Nous aimerons nous concentrer sur l'aspect de la durabilité dans ce webinaire. Il y a eu des grands changements ici et certains parlent même d'un changement de paradigme. Nous verrons alors pourquoi. La loi fédérale révisée a été adoptée par le Parlement l'été dernier et est rentrée en vigueur le 7 janvier. Même si les gens ne connaissent pas beaucoup, il représente 40 milliards de francs. Sur les 40 milliards de francs, environ 20% seront dispensés par la Confédération, 40% par les cantons et 40% pour les communes. Alors, je suis donc très heureux que nous ayons aujourd'hui autant de représentations de municipalités. Maintenant, je voudrais passer la parole à ma collègue Claire Fischer, elle est responsable de la campagne Fairtrade Town pour le Tessin et pour la Suisse romande. Et elle va modérer le webinaire. S'il vous plaît, Claire. Claire, tu es encore muted. Activé, ok. C'est bon. Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci Philippe de nous offrir cette intéressante possibilité de présenter de nouveaux instruments pour le monde du commerce équitable et ceux qui préconisent l'utilisation de produits équitables, bio, locaux et régionaux. Alors, cette période de semi-confinement crée beaucoup de problèmes, mais offre quand même certains avantages, notamment celui de faciliter la rencontre par écran interposé de tant de personnes provenant d'horizons divers. Ceux qui s'engagent pour une consommation plus responsable, ceux qui doivent mettre en œuvre cette loi et ceux qui travaillent pour offrir des instruments permettant d'y arriver. Je salue la présence de plusieurs représentants des Fairtrade Town, de l'administration cantonale et communale de plusieurs cantons romans et du Tessin et d'organismes spécialisés. Alors maintenant, en quelques mots, je vais vous présenter les orateurs. Est-ce qu'on peut faire avancer le slide? J'arrive. Bon. Voilà. Donc, Marc Steiner, est-ce que Marc Steiner est présent? Oui. OK. Donc, juge au tribunal administratif fédéral et expert en marché public, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il a participé au débat sur le sujet dans diverses instances suisses et internationales et connaît parfaitement les circonstances qui ont permis à la révision de la loi sur les marchés publics qui sont à l'honneur aujourd'hui. Alors, il nous présentera une lecture particulièrement intéressante de la genèse du processus et des changements offerts par la révision de la loi sur les marchés
marchés publics, en particulier en ce qui concerne l'introduction du développement durable dans les critères d'adjudication. Je vous présenterai brièvement le contexte et les acteurs internationaux qui ont permis et obligé la Suisse à procéder à ces modifications. Luca Pugliafitto, porte-parole pour la Suisse romande et le Tessin de Max Havelaar, vous décrira une chaîne d'approvisionnement dont les dérives ont fait l'objet des unes de la presse internationale, trop souvent, celle du textile. Il nous présentera les solutions de Fairtrade International de Max Havelaar dans la chaîne d'approvisionnement textile. Quelques Fairtrade Towns ou villes qui vont bientôt le devenir présenteront leurs expériences, leurs réalisations et leur engagement pour intégrer la consommation responsable à leur quotidien. Il s'agit de Gaëtan Morel et Leila El Kadrar de la ville de Genève, qui sont respectivement chargés de projets en économie durable et locale au service de l'Agenda 21 et acheteuses à la centrale d'achat. Juliane Lacroix, chef de projet en développement durable de la ville de Carouge, en charge de la campagne Fairtrade Town, et Daniela Sgarbi, conseillère communale de Bellinzona et membre du groupe de travail Fairtrade Town local. J'aimerais encore une fois souligner leur engagement dans la mise en œuvre de la campagne Fairtrade Town. Suivra Jean-Blaise Trivelli, adjoint scientifique au service du développement durable du canton de Genève, qui connaît également les rouages de l'administration et qui nous présentera le rôle des achats publics responsables dans le plan d'action cantonal pour le climat, ainsi que quelques outils et institutions permettant l'échange des connaissances et de bonnes pratiques entre cantons romans et le Tessin. Qu'ils soient tous cordialement remerciés. Je cède la parole à M. Steiner qui devra nous quitter après la présentation. Un court moment est toutefois prévu pour vos questions que je vous prie de formuler sur la chat de Zoom. Bienvenue, M. Steiner, et à vous de parler. Merci, madame. Messieurs, dames, c'est une vraie joie de vous parler de la réforme sur les marchés publics, puisque le succès de cette réforme, c'est un petit miracle, puisque la première tentative quant à la réforme de la loi CO2, à l'époque, c'était l'échec total, comme nous savons, et en même temps, la réforme sur les marchés publics a réussi. Et maintenant, on devine un peu pourquoi cette réussite a été possible, donc je vais vous essayer de présenter ça brièvement. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la réglementation des marchés publics. Qu'est-ce que c'est l'idée de la révision parallèle de la LMP et de la IMP, donc les lois sur les marchés publics, puisque ça se fait en même temps, pas tout à fait en même temps, mais avec la même intention sur le niveau fédéral aussi bien que cantonal. Les trois visions possibles de la politique des marchés publics, l'offre la plus avantageuse, c'est plus l'économiquement plus avantageuse, mais vraiment la plus avantageuse, ça veut dire la qualité sera plus importante comparée au modèle qui est vécu aujourd'hui. Et l'achat public durable, c'est selon la nouvelle loi, le but et l'objectif de la loi elle-même. C'est un petit miracle que ça a été possible et ça montre déjà qu'il s'agit d'un vrai changement de paradigme. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, la bonne chose, c'est que la réglementation sur les marchés publics ne dit pas aux entreprises qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Ça, c'est le problème de la responsabilité des entreprises. On connaît tout, on a vécu le vote, disons, mais les marchés publics, c'est différent. Là, l'État dit à l'État lui-même qu'il faut changer le comportement. Et ça, c'est aucun problème, puisque selon la Constitution de la Suisse, l'État est de toute façon obligé de poursuivre le but du développement durable. Donc ça, c'est qu'une question de la cohérence politique et pas
un débat entre État et entreprise, mais à l'intérieur de l'État. Les marchés publics, c'est quelque chose où l'État réglemente soi-même, pas les entreprises. C'est pourquoi on peut aller beaucoup plus loin et on a moins de peine de convaincre les gens. Et ça, c'est le miracle des marchés publics. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, l'idée, c'est l'harmonisation. Puisque l'économie a toujours dit c'est absolument impossible d'avoir 26 différentes lois sur les marchés publics dépendant de chaque canton. On a marre de ça, c'est fini maintenant. C'est la même loi pour tout le monde. Donc, ça veut dire que la nouvelle loi sur les marchés publics, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 au niveau fédéral, sera la même pour tous les cantons. Il faut accéder au nouveau accord intercantonal sur les marchés publics. Ça se fera dans les mois et années qui viennent, mais après cette période transitoire, tout le monde aura la même loi. Peu importe, Suisse romande, Suisse allemande, ville, commune, tous auront les mêmes règles. Et ça, c'est vraiment un changement qui est en soi déjà un changement de paradigme. Donc, c'est fini avec chaque canton qui aura ses propres règles, ce qui est pour les entreprises tout simplement insupportable. Le prochain slide, s'il vous plaît. Et maintenant, il faut un peu voir les différentes visions qu'on peut avoir des marchés publics. C'est comme des couches archéologiques. Les différentes visions, les idées qu'on peut avoir. Le prochain slide, s'il vous plaît. La première couche, ça c'est les années 80 du dernier siècle. On était dans le protectionnisme, népotisme, entente cartellaire. L'ouverture du marché n'était certainement pas voulue. Et ça, c'était un peu le début de la chose. Et après, nous est venu le néolibéralisme qui a dit on a assez de ça, on fait maintenant une loi sur le marché intérieur, une loi sur les cartels et une loi sur les marchés publics pour ouvrir le marché, pour avoir la compétition et la compétition axée sur le prix. Donc, on veut avoir meilleur marché. Ça, c'est la couche 2. Et après, nous vient la couche 3. Compétition axée sur la qualité, innovation, durabilité. Donc, c'est l'idée qui ne sont plus, disons, menées par le néolibéralisme, mais on a vu que le néolibéralisme ne satisfait plus à nos besoins. Donc, il faut quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre, c'est l'avarice n'est plus cool et compétition axée sur la qualité, innovation, durabilité. Et ces trois couches, vous pouvez toujours deviner de chaque interlocuteur au niveau communal, cantonal, tout partenaire avec qui vous avez affaire, vous pouvez le ranger ou bien dans la couche 1, 2 ou 3. Il suffit 5 minutes d'entretien pour savoir à quelle couche il appartient. La première couche est normalement occupée par l'UDC. Voilà. Et les radicaux font la couche 2 et les gauchistes la couche 3. Mais maintenant, la couche 3, c'est l'idée de la loi. Et ça, c'est le changement de paradigme. Là, on est influencé par les réglementations européennes qui ont fait la même chose, mais on saute ça, sinon le temps sera trop court. Voilà, ça en saute aussi puisque les Européens ont eu assez du lowest price, ils ont voulu la compétition axée sur la qualité. Mais maintenant, on vient au niveau suisse. Là, normalement, on dirait que l'économie suisse devrait gagner puisqu'elle est très forte et elle nous dit la couche 2 est ce qui prévaut. Argent, ouverture du marché, compétition. C'est la seule chose qui nous intéresse, couche 2. C'est le monsieur, là, à droite, en bas, Thomas Pletcher, lobbyiste en chef de l'économie suisse.
Lui, il a voulu défendre la couche 2. Mais, maintenant c'est intéressant, là, on a la présidente Lignum du lobby de bois. Elle voudrait bien sûr couche 1, protectionnisme, mais si elle ne peut pas avoir ça, elle préfère la couche 3 à la couche 2 puisqu'elle en profite plus. Donc, le lobby du bois, lobby de la construction, lobby des architectes et ingénieurs ont fait une majorité au milieu, pas à la gauche, au milieu pour le changement de paradigme, ont pris le ministre des Finances dans leurs mains et ont vaincu l'économie suisse. Parce qu'ils voulaient absolument la compétition axée sur la qualité, il leur était clair qu'on ne peut pas avoir ça qu'en combinaison avec innovation et durabilité. Ça, c'était gain de cause pour la couche 3. Pas par les gauchistes, mais par les lobbies des entreprises. Ça, il faut comprendre. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. La compétition axée sur la qualité, c'est la nouvelle idée de la loi. Prochain slide. Et comme but et objectif de la loi, maintenant, c'est prévu l'achat public durable. Article 2 de la nouvelle loi. Ça, c'est une sensation. On n'aurait jamais osé croire qu'un jour verrait le jour une loi sur les marchés publics dont déjà l'objectif et le but, c'est l'achat public durable. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie de la perspective Max Havelaar, si j'ose te m'exprimer ainsi? Donc, de la perspective Max Havelaar, il y a deux choses qui sont importantes. C'est les standards minimums et le critère d'adjudication développement durable. Maintenant, on discute tout premièrement des standards minimums. Selon la loi ancienne, il ne fallait qu'empêcher le travail des enfants et le travail forcé. Et si on avait ça, on était à l'abri comme acheteur public. Mais le Parlement a changé la donnée puisqu'il dit l'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants. Ça veut dire, par exemple, les conditions de santé et sûreté à la place de travail. Et ça change la donnée complètement. Si on peut faire plus que empêcher le travail des enfants et le travail forcé, ça fait tout autre chose dans les chaînes de livraison. Vous voyez, ça c'est vraiment différent. Voilà, le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a un truc comme une baignoire anti-dumping. On a les standards minimums concernant l'environnement en vert, les standards minimums sociaux en rouge, et en plus, si on est confronté à une offre anormalement basse, ça veut dire avec un prix anormalement bas, il faut poser la question à l'entreprise qui vous a déposé cette offre, comment vous faites pour arriver à un prix tellement bas? Donc, il faut poser la question. Et là, il y a une obligation du pouvoir adjudicateur selon la nouvelle loi, et ça change la donnée complètement. Ça, ce n'était pas le cas selon l'ancienne loi. Donc, il y a cette baignoire anti-dumping, comme j'appelle ça. Et à l'intérieur de cette baignoire, c'est la marge d'appréciation du pouvoir adjudicateur, la pondération des critères d'adjudication et tout ça, il peut toujours choisir. Mais il y a beaucoup plus de critères d'adjudication qui sont qualitatifs et pas que le prix. Ça change la donnée aussi. Voilà. Donc là, on a vraiment, grâce à l'idée de l'article 41 qui vous dit l'offre la plus avantageuse, ça veut dire en termes de qualité aussi et pas seulement prix, c'est ce qui doit l'emporter. Et ça, c'est vraiment cool. Ça c'est venu au Parlement. L'administration n'a pas voulu ça, ce changement. Le prochain slide, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, maintenant, on a vu les standards minimums. Si on ne remplit pas, par exemple, le travail des enfants et travail forcé, on est exclu du marché. Ça, c'est une raison pour exclure un soumissionnaire. Et maintenant, l'article 29, le développement durable, nous offre une nouvelle possibilité. Ça veut dire on peut donner des points pour s'il y a des conditions fair trade. Et ça, on peut balancer contre le prix. Et ça, c'est très bien. C'est un critère d'adjudication développement durable qui n'est plus limité à l'environnement, mais qui inclut aussi les aspects sociaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout différent, puisque selon la couche 2, ça, c'est l'horreur. Pour les représentants des couches 2, ça, ils ont perdu l'identité et ont dû avaler ça. Ça, c'est vraiment le pire qui pouvait arriver à un représentant de la couche 2. Et maintenant, c'est la loi. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, conclusion. La nouvelle LMP, aussi bien qu'un peu plus tard, la nouvelle AIMP, a comme objectif, entre autres, l'achat public durable. La nouvelle formule de l'article 41, l'offre la plus avantageuse, met l'accent sur la compétition axée sur la qualité. L'avarice n'est plus cool et le dumping n'est plus cool. Sous l'angle Max Havelaar sont notamment remarquables les nouvelles dispositions quant aux standards minimums concernant la protection des travailleurs, y inclut santé et sécurité, pas seulement le travail des enfants et le travail forcé, et le fait que le produit soit fair trade peut être valorisé dans le cadre du critère d'adjudication développement durable. C'est un vrai changement de paradigme. Si j'ai pu vous convaincre que là, il y a vraiment quelque chose de différent comparé à l'ancien système, j'ai réussi. Merci beaucoup de votre attention. Merci, je pense que vous avez réussi. Votre présentation était passionnante et ma foi, je ne peux malheureusement pas offrir quelque chose de vécu et d'aussi précis que vous ne l'avez fait. Mon rôle consiste de rappeler le contexte dans lequel cette révision a eu lieu. C'est pourquoi j'aimerais rappeler le rôle des ONG dans la révision de la loi sur les marchés publics. Ce sont elles qui le plus souvent dénoncent des situations inacceptables. Ah non, excusez-moi, excusez-moi, est-ce que quelqu'un avait des questions? Attendez voir. Donc, Bonjour de ma part. Oui, il y a une question de Frédéric Schweingruber, mais je ne suis pas sûr s'il y a une question envisagée à Mark Steiner. Il demande, bonjour, quand le canton de Vaud aura avalisé le nouveau AIP? Merci. Je ne peux pas vous aider. Cette question, il faut poser au roman. Ouais. On prend la question pour la discussion à la fin. Merci beaucoup, Mark Steiner. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Pour nous aussi. Merci, monsieur. Excusez-moi, j'ai juste une petite question très rapide. Ça a été voté, j'ai peut-être raté l'information au début de la présentation. Ça a été voté quand, ce texte? La nouvelle loi sur les marchés publics au niveau fédéral, c'était voté le 21 juin 2019 et la nouvelle AIMP a été fait l'objet d'une décision des directeurs de construction cantonaux le 15 novembre 2019. Merci. Et au niveau fédéral, c'est entré en vigueur le 1er janvier 2021, donc il y a quelques jours. S'il n'y a pas d'autres questions adressées à monsieur Steiner, est-ce que c'est le cas? Oui, moi j'aurais juste une petite question si c'est possible. Lionel Frey de Solidaire Suisse, merci pour votre présentation, c'était vraiment passionnant. Je me demandais si la loi prévoyait des outils pour
évaluer comment dire, les conditions de travail dans les pays du Sud. Parce que c'est toujours, en guillemets, facile enfin, c'est déjà bien de permettre d'intégrer ce critère social. Mais ce qui me semble toujours compliqué, c'est de vérifier en pratique comment ça se passe quand c'est des entreprises qui sont à l'autre bout du monde. Absolument. Et selon l'ancienne loi, normalement, on se contentait de déclarations des entreprises à cet égard. Et c'était bien sûr insuffisant. C'est pourquoi la nouvelle loi, l'article 12, pour être plus précis, prévoit de manière explicite qu'on peut vérifier ça, y inclut les audits. Et l'Office fédéral de justice, il y a 10 ans, a prétendu que ça, c'est un effet extraterritorial défendu. Mais ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que l'État agit ici comme consommateur et pas de manière d'autorité. Donc, il peut aussi demander, comme on le fait dans les circonstances commerciales, il peut aussi demander des audits. Et selon la nouvelle loi, c'est vraiment prévu d'en faire plus que jusqu'à présent. Donc, c'est l'idée de rendre le système vraiment plus crédible. Merci. Un plaisir. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, Monsieur Steiner. C'était passionnant, comme tout le monde l'a relevé. Et je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire, notre séminaire en ligne. J'espère que nous aurons l'occasion de continuer une collaboration. Voilà. Alors, pour en revenir, je vais être très rapide parce que Monsieur Steiner a déjà présenté le sujet d'une manière extrêmement intéressante et exhaustive. Donc, je voulais repartir d'où je viens, c'est-à-dire les ONG, et rappeler leur rôle dans la révision de la loi sur les marchés publics. Ce sont elles qui le plus souvent dénoncent des situations inacceptables dans les filières d'approvisionnement des matières primaires et au cours de leur transformation. La coalition d'ONG pour les achats publics, dont Swiss Fairtrade a fait partie, s'est fortement engagée de 2008 à 2009 pour que la durabilité des achats publics soit ancrée dans la loi. Dans le cadre de la procédure de consultation, la coalition a proposé des articles de loi concrets qui devaient permettre une orientation décisive vers des achats publics durables. Sur cette diapositive, vous voyez un exemple particulièrement inacceptable qui est celui de la filière textile. On pense souvent à la Piazza Rana, mais ce n'est pas le seul cas. Et Max Avelar, Luca Pugliafito, qui me suivra, présentera un exemple de filière équitable et durable. Sur la slide suivante, s'il te plaît, Philippe, sont illustrées des situations inacceptables observées dans la chaîne d'approvisionnement des composants électroniques. La photo de gauche illustre un cas d'extraction minière illégale au Congo, alors que celle de droite parle de l'exploitation des terres rares en Chine. Comme vous le savez, les terres rares sont particulièrement importantes puisqu'elles rentrent dans la fabrication des téléphones et ordinateurs portables et que leurs propriétés catalytiques les rendent également particulièrement adaptées aux moteurs électriques pour réguler les polluants et aux batteries. L'extraction et le raffinage de ces terres rares entraînent le rejet de nombreux éléments toxiques. Voilà. Sans insister sur les aspects sociaux qui sont effectivement bien connus. Alors, quels sont les fondements de cette loi dont elle espère qu'elle apportera plus de durabilité dans la consommation des collectivités publiques et qu'ainsi elles pourront montrer l'exemple? Alors,
on va partir depuis en haut, on va partir des Nations Unies, qui avec son programme de développement durable à l'horizon 2030, qui repose sur les fameux objectifs, les 17 objectifs du développement durable, qui nous rappelle que la durabilité, notamment au niveau des politiques publiques, est un élément central pour répondre aux défis auxquels nous sommes et nous serons toujours davantage confrontés. Le climat, la lutte contre les inégalités, le maintien de la biodiversité, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, si on descend d'un échelon pour se trouver au niveau des agences onusiennes chargées de mettre en œuvre les grands programmes des Nations Unies, on peut citer l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a été fondée à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette agence a défini un certain nombre de principes. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Philippe? Voilà. Un certain nombre de principes garantis par des conventions. Les principes, c'est à gauche, les conventions à droite, qui définissent le cadre du travail décent. Liberté syndicale, droit d'organisation, abolition du travail, élimination des formes de discrimination. La Suisse a ratifié 60 conventions, les principales, et on peut citer, slide prochaine, voilà, une nouveauté qui porte, une nouvelle convention toute récente qui porte sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Est-ce qu'on pourrait retourner à la slide 21? 21, celle où on présentait en arrière, 21. Encore, voilà, précédente. Très bien. Donc, alors, si on continue, la partie 5 et 6, 2 conventions internationales forment les pierres angulaires de l'achat public. L'accord plurilatéral sur les marchés publics, l'AMP, dont a parlé M. Steiner, et l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne. Alors, j'aimerais juste signaler, M. Steiner en a déjà parlé, que l'AMP mentionne explicitement la possibilité d'introduire dans les appels d'offres des spécifications techniques qui sont en mesure d'encourager la préservation des ressources naturelles ou de protéger l'environnement. La révision de 2012 renforce également la transparence, la prévention des conflits d'intérêts et des pratiques frauduleuses, mais il faut noter une absence de la dimension sociale dans cet accord de la difficulté, qui est lié à la difficulté des États à créer un consensus. Des groupes d'y travail s'y attellent toutefois et on peut espérer que cette lacune sera bientôt comblée dans une révision ultérieure. À ce propos, 2 participantes à notre séminaire, Madame Federica De Rosa et Clarissa David, toutes 2 juristes, l'une prof de droit à l'Université de la Suisse italienne et l'autre doctorante, ont écrit un papier particulièrement intéressant que nous vous mettrons en bibliographie. Je m'excuse d'avoir fait des raccourcis pour expliquer ce que je voulais dire sur l'AMP. Donc, comme la Suisse est membre de l'OMC depuis sa fondation, elle doit ratifier cet accord sur les marchés publics et l'intégrer dans sa législation. En fait, c'est cet accord qui a été un point de départ, qui a permis, c'est un des éléments qui a permis la révision de la loi sur les marchés publics. Relativement au Parlement européen, il a approuvé de nouvelles directives, les lignes directrices sur le droit d'attribution, qui vont clairement dans le sens d'un achat durable. Pour raccourcir encore une fois, l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne reprend certains de ces aspects et qui, selon les auteurs, vont encore plus loin que l'AMP. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on aille au slide 24, s'il vous plaît. Donc, on avance. 24, voilà. Très bien. Donc, le temps passe. Je ne vais pas insister sur les changements dans la loi suisse. Monsieur Steiner en a déjà parlé. Donc, je rappelle l'offre la plus économiquement, slide suivant, la plus avantageuse. L'article 12 présente, cite l'Organisation internationale du travail.
alors que sur la slide suivante, on retrouve cet élément suivant, s'il te plaît, Philippe. Voilà, non, le précédent, je ne sais pas. L'offre la plus avantageuse. Voilà. Oui, exactement. L'article 41 qui souligne que c'est l'offre la plus avantageuse, mais le critère suivant, mais il est évident que l'offre avantageuse ne concerne plus uniquement le coût, mais intègre aussi des notions de développement durable et de cycle de vie. Voilà. Donc, alors, slide suivante. Que peuvent faire les villes et les collectivités publiques pour améliorer, pour intégrer cette révision de la loi? Donc, introduire la durabilité dans les processus d'achat public, dans toute la normative, dans les lois d'application et les directives internes, si possible en mettant aussi des éléments concrets qui sont peut-être plus faciles à intégrer, dans les appels d'offres, au moment de l'adjudication des marchés, et introduire des contrôles. Il est également important et possible de former les responsables d'achat. Aujourd'hui, je suis contente que certains soient parmi nous. Préférer des chaînes de production transparentes, donc, qui permettent d'éviter des scandales tels que ceux que je vous ai présentés avant. Privilégier les filières courtes, qui elles aussi permettent de connaître tous les acteurs de la chaîne. Maintenir une certaine prudence dans les secteurs à risque et bien sûr, chacun parle pour sa paroisse, devenir une fair trade town, ce qui permet d'impliquer toute la population à un processus d'introduction de la durabilité, non seulement dans les achats publics, mais dans la vie en général. Voilà, alors maintenant, je vais vous proposer de répondre à un petit questionnaire qui devrait arriver sur votre... Non, je ne sais pas où il est le questionnaire, qui devrait arriver sur votre écran. Je dois faire quelque chose. Ah non. Voilà. Donc, je vous serais reconnaissante d'y répondre très rapidement. Et puis, j'aimerais... J'aimerais retrouver l'écran avec le slide suivant et dernier. « 27 ou 28. Voilà, celui-ci. Pour terminer, avant de céder la parole à Luca Pugliafito, je vous présente quelques labels concernant... Suivant. Voilà. Quelques labels concernant uniquement le secteur textile pour élargir un petit peu le débat et sa présentation. À toi, Luca. Merci de votre attention. Donc, bonjour à tous. Buongiorno. L'objectif de ma présentation, de notre présentation, est de vous sensibiliser aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement textile et de vous exposer les solutions possibles du système Fairtrade. Avec moi, Annette Rust, responsable du coton au sein de la Fondation Max Havelaar, et mon nom est Luca Pugliafito, je suis porte-parole pour la Suisse romande au sein de la Fondation Max Havelaar. Si on passe au slide suivant, au slide numéro 2, vous pouvez voir, Philippe, s'il te plaît, slide numéro 2. Vous pouvez voir le déroulé de ma présentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, je vais aborder quelques points essentiels par rapport à notre système. Et avec le point central de ma présentation, les défis de la production du coton ainsi que les solutions. Pour terminer avec un exemple concret à Saint-Gall. Le slide suivant, s'il vous plaît.
Oui, merci Luca pour, le début. Nous avons encore les résultats pour la questionnaire. J'aimerais vous montrer les résultats. Alors, comme nous avons 60% qui dit oui, nous avons des directives ou des règlements qui sont envoyés aux durabilités, mais nous avons encore 22% qui dit non. 13% qui disent sont en telle opération, et 6% quand même qui disent chaque changement est prévu. Alors ça, c'est comme un bilan, comme nous voyons maintenant, je pense qu'il y a encore un peu de travail devant nous. Merci beaucoup pour les réponses et je donne la parole à Luca. Merci. Merci Philippe. Donc, je reprends par rapport au slide numéro 3, justement, pour vous dire que Fairtrade est une approche globale de communication dont le but premier est de lutter contre la pauvreté. L'organisation est soutenue par les producteurs et est destinée aux producteurs. Et elle se base sur les 3 piliers que vous pouvez voir sur le slide, donc sur un pilier économique, social et écologique. Et ce qui est important de savoir, c'est que les normes fondamentales du travail de l'OIT constituent une partie importante des standards. Toutefois, pour la mise en œuvre de sa mission, Fairtrade a développé des standards supplémentaires qui vont au-delà des normes fondamentales du travail de l'OIT. Et un autre élément qui est important est l'empowerment, en français l'autodétermination des producteurs, qui est au cœur des standards Fairtrade. Slide suivant, s'il te plaît, Philippe. Merci. Vous pouvez voir sur ce slide donc, la chaîne d'approvisionnement textile. Donc, il faut bien retenir 3 éléments clés, sa longueur, sa complexité et son opacité. De nombreuses étapes de la chaîne sont réparties dans le monde entier. Et avant que le textile n'atteigne le consommateur par le biais du détaillant, il parcourt plusieurs milliers de kilomètres. Et de nombreuses personnes sont impliquées. Ce qui est important aussi de retenir, c'est le manque de transparence, comme je vous l'ai dit, et le déséquilibre entre les producteurs, les travailleurs de coton et les marques qui ont pratiquement les pleins pouvoirs. Historiquement, donc Fairtrade a misé sur le coton en tant que matière première et sur les petits cultivateurs, ce qui explique pourquoi le standard du coton a été élaboré en premier lieu. Il a été élaboré en 2005. Mais en 2016, on a été plus loin avec un standard relatif au textile. Le slide suivant, s'il te plaît, Philippe. Concernant, vous pouvez voir d'un côté du slide tous les problèmes relatifs à la culture du coton et sur la partie droite, les solutions amenées par le système Fairtrade. En guise de préambule, il est important de dire que 150 millions de cultivateurs sont actifs dans la production de coton, et principalement en Inde, suivi de la Chine et des États-Unis. Parmi les problèmes qu'ils rencontrent, et la liste est loin d'être exhaustive, il faut dire qu'il y a une pression énorme sur les prix, le travail abusif des enfants, très répandu dans ces régions, et le recours aux substances toxiques dangereuses et aux OGM. Si l'on parle des solutions amenées par le système Fairtrade, donc le standard a pour but de soutenir les cultivateurs du Sud et il a pour objectif d'offrir une transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Parmi les solutions amenées, il y a des solutions économiques, on va dire. Donc, le standard a pour objectif d'offrir un prix minimum qui agit comme filet de sécurité lorsque les prix du marché s'effondrent, et une prime qui peut être utilisée pour des projets communautaires. Le standard Fairtrade interdit le travail abusif des enfants, le travail forcé, tout comme toute autre forme de discrimination. Et enfin, pour ce qui est des critères écologiques, le standard interdit les semences OGM, tout comme le recours aux pesticides et aux produits chimiques dangereux. Le slide suivant, s'il te plaît, Philippe. Donc,
ici, vous pouvez voir d'une façon résumée, on va dire, à quel niveau opère le standard coton, donc au début de la chaîne, donc sur votre gauche. Et il ne faut pas oublier le reste de la chaîne d'approvisionnement textile et les problèmes qui s'y rapportent. Et c'est la raison pour laquelle Fairtrade a élaboré en 2016 un standard relatif au textile qui essaye de combler les lacunes. Ce standard est ambitieux et Fairtrade peut ainsi couvrir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, donc de la culture à la production finale du vêtement. Et s'il vous faut retenir quelque chose de ce standard textile, qui est très ambitieux, je le répète, il promet un salaire décent, en anglais un living wage, que les employés d'usine peuvent atteindre dans un délai de 6 ans. Alors, encore 2 minutes, s'il vous plaît, Luca. Ouais, j'ai bientôt terminé. Slide numéro 7, donc la suivante. Vous pouvez voir ici donc, un exemple concret de certification de coton en Suisse par une institution comme l'hôpital cantonal de Saint-Gall, qui a certifié l'ensemble de sa literie avec du coton Fairtrade et bio en 2016. Et le coton répond ainsi à des critères durables, sociaux, écologiques et économiques. Voilà, slide suivant, s'il te plaît, Philippe. Donc, j'ai essayé de vous résumer de la façon la plus succincte un problème qui est très complexe en amenant des solutions. Et si vous avez besoin d'autres informations ou si vous avez besoin d'aller en profondeur, Annette et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Luca de cette très intéressante présentation. Je pense que maintenant, nous allons avoir la deuxième partie du sondage qui va apparaître comme la fois précédente sur vos écrans et auquel vous êtes priés de répondre. Et puis cette fois, je n'oublierai pas de vous soumettre les résultats. Voilà. Non, la suivante. En fait, ce questionnaire permet un petit peu d'ouvrir la porte aux interventions successives qui partiront du point de vue des acteurs chargés de la mise en œuvre. Donc, on vous demande quels sont les plus grands défis posés par cette loi. Vous avez la possibilité d'apporter plusieurs réponses. Donc, merci d'y répondre. Et est-ce qu'on peut peut-être commencer de la présentation des villes? Voilà, je propose à Juliane Lacroix de commencer son intervention. Merci Juliane, à toi. Oui, merci Claire. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire et donc je remercie Claire, Monsieur Scheidegger, toute l'équipe de Swiss Fairtrade pour l'organisation, tous les intervenants et tous les participants. Donc je vais vous parler de la ville de Carouge qui s'est lancée dans le programme Fairtrade Town en 2017 et a été distinguée en 2018 comme la première ville romande Fairtrade, avec comme objectif de se lancer dans cette démarche, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le programme, donc de promouvoir la consommation responsable, c'est-à-dire promotion des produits locaux et de saison en priorité, et ensuite pour tout ce qui est exotique, qui n'est pas possible de produire en Suisse, privilégier tout ce qui vient du commerce équitable. Et puis donc dans le cadre de cette campagne, on avait deux axes, enfin on a toujours deux axes qui sont la sensibilisation des habitants d'un côté et aussi le changement des pratiques en interne pour rejoindre un peu le thème des marchés publics d'aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, je vous propose de détailler un petit peu très rapidement ce qui a été fait dans ces deux domaines en suivant l'exemple du café, parce que le café c'est un produit qui est emblématique du commerce équitable, mais aussi de la consommation courante et
un produit que tout le monde utilise au quotidien. Donc, pour le volet sensibilisation des citoyens, la ville de Carouge a organisé plusieurs événements depuis 2018, que ce soit des dégustations dans les écoles, par exemple, une projection publique au cinéma bio pour la distinction, ou encore un brunch du goût qui a connu un énorme succès pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est parce que chaque participant devait amener quelque chose à manger. Et ensuite, c'était partagé avec tout le monde. Donc, il y avait une espèce de responsabilité d'amener quelque chose. Et puis qu'après, les gens vont peut-être juger en disant « Ah, voilà, comment est-ce que c'est fait, etc. » Donc, on a intégré les habitants à la définition même de l'événement. Et puis, ça a augmenté l'implication des gens et ils sont passés un peu de spectateurs à acteurs. Il y a eu toute une démarche zéro déchet, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Carouge a un programme Carouge zéro déchet en parallèle, avec une pesée publique des déchets à la fin de la manifestation, donc c'était très visuel. Et puis c'était impressionnant pour les gens de constater c'est possible d'organiser un repas pour, je ne sais plus, 150 personnes, quelque chose comme ça, en ne générant qu'un seul sac poubelle de 35 litres à peu près. Donc, ça devient visuel. On voit qu'on peut, en fait, faire changer les choses avec un petit peu d'organisation. Et donc, il y a toute cette réflexion sur l'impact des gestes du quotidien. Et pour revenir au commerce équitable, c'était des commerces partenaires carougeois qui ont géré la partie des boissons en mettant à disposition le café et le thé. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'en fait, les échanges autour de la machine à café sur les enjeux du commerce équitable ont très, très bien fonctionné. Parce que le café, comme bien de consommation quotidienne, chacun a ses goûts, ses préférences, sa marque. J'aime le Nescafé, j'aime le café en grains, j'aime ceci, j'aime cela. En fait, ça devient presque identitaire et donc les gens, ils sont beaucoup plus réceptifs et ils y prêtent attention parce que c'est quelque chose ensuite qu'ils vont voir au quotidien. Donc voilà, ça c'était une réussite parce qu'on a impliqué les gens et puis qu'on leur a permis aussi de discuter sur ces thématiques, puis d'amener leur point de vue aussi. Et donc, il y a toujours des gens qui nous demandent quand est-ce qu'on va refaire ça, que c'était super, que c'était très impressionnant, etc. Donc voilà, c'est le premier point d'une Fairtrade Town, c'est entre autres d'embarquer les citoyens, d'embarquer les commerces. Et puis, le deuxième point que je voulais aborder rapidement, c'est la politique d'achat. Pardon? 1 minute, s'il te plaît. 1 minute. Oui, c'est bon. La politique d'achat de la ville de Carouge. Donc, on a depuis plusieurs années, on a des critères de durabilité. On privilégie notamment les labels, FSC, Ange Bleu, etc. Et puis, en rejoignant la campagne Fairtrade Town, c'est évident d'ajouter les labels du commerce équitable. Et puis, on a fait ça de manière plus approfondie pour 2 catégories. La première, c'était pour les traiteurs lors des manifestations. Donc, on a ajouté dans le cahier des charges des traiteurs des critères pour privilégier les entreprises qui offrent du zéro déchet, des produits de saison et du fair trade. Alors ça, c'était assez facile comme démarche. Et puis, on constate que les traiteurs s'adaptent aussi très vite. Donc, ça, ce n'est pas trop problématique. Et puis, la deuxième catégorie, c'est les fournitures de cafétéria pour le personnel. Donc, on est en train de centraliser toutes les commandes via un formulaire unique qui va proposer uniquement des produits de saison, locaux, bio et issus du commerce équitable pour tout ce qui est thé, café, tisane et jus. Et ça prend un peu plus de temps, mais voilà, en centralisant les achats, en fait, on va s'assurer de la qualité des produits achetés, parce que si chacun achète de son côté, on n'a plus vraiment le contrôle. Et puis, comme c'est les fournitures qui sont offertes au personnel, la ville de Carouge, elle a quand même son mot à dire. Donc voilà, pour finalement les difficultés rencontrées, parce que ce n'est pas évident forcément de mettre en place des choses, pour nous, en tout cas, je pense que les acheteurs pourront en parler plus que moi, mais il faut faire des choix et parfois on ne sait pas trop ce qu'il faut privilégier. Est-ce qu'il faut privilégier le local, le label, le zéro déchet, le commerce équitable? Enfin voilà, ça peut prendre beaucoup de temps pour chaque produit. Donc, peut-être qu'il faut avoir une stratégie de regarder quel produit on achète le plus souvent, ou je ne sais pas, ça c'est une idée. Et puis, pour faire changer les habitudes aussi, c'est compliqué, parce que, comme je disais, le café c'est très identitaire, chacun a son goût, moi je ne veux pas celui-ci, moi je préfère celui-là. On a proposé divers produits aussi, alors ça ne plaît pas, parce que, pour diverses raisons, parce qu'on change de l'habitude.
Donc, ça doit s'accompagner beaucoup de communication et puis essayer d'intégrer les gens au changement pour qu'ils aient l'impression aussi que ça vienne un peu de eux, qu'ils aient pu donner leur avis pour que ça soit un peu plus démocratique. Merci. Voilà. Merci, Juliane. Voilà, oui, oui. Alors, très bien. Merci, Juliane. Merci à Carouge d'avoir ouvert la piste pour les Fairtrade Town. Malheureusement, tout ce qui avait été prévu n'a pas pu être fait comme dans d'autres Fairtrade Town à cause de la pandémie. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne aux résultats du questionnaire que je vais très, très brièvement présenter. Alors, le défi le plus important, c'est la mise en œuvre concrète. Donc, c'est un petit peu ce que Julien vient d'expliquer. Après, il y a aussi la compétence et le savoir-faire du personnel. Donc, je pense que des webinaires, des informations comme celles qui vous parviendront par la suite devraient permettre, je sais que Jean-Blaise Trivali organise aussi des séminaires de formation pour un certain public sur les achats publics. La préparation des autorités, alors c'est sûr que les autorités, il ne faut pas les oublier parce que c'est quand même elles qui, le législatif qui décide, et puis comme Daniel Asgarbi nous présentera tout à l'heure, et l'exécutif qui met en œuvre. Donc c'est aussi il ne faut pas oublier de préparer et de sensibiliser peut-être plutôt les autorités à cette thématique. Donc je vous remercie et je passe la parole à Gaëtan Morel et Leïla El-Kadar de la ville de Genève. Est-ce qu'on peut... Voilà, merci. Voilà, bienvenue à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et notamment à vous, Claire, de nous avoir intégrés aussi à ce webinaire. Donc pour ma part, je vais essayer de répondre à la question comment rendre les achats plus durables avec un retour sur expérience concrète. Je vous laisserai passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Au niveau des achats, donc, dans le process de l'appel d'offres, comme l'a mentionné Marc Steiner au départ, on va avoir plusieurs critères d'évaluation. Donc, on va avoir le prix, on va avoir également la qualité organisationnelle et technique de l'offre, du service qui est proposé, et puis un critère lié au développement durable, notamment la performance environnementale et l'équité sociale. Au niveau de la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, au niveau de ces critères, on va avoir donc, soit on va les mettre au niveau des exigences, donc c'est un go ou no go, c'est-à-dire que si le fournisseur ne répond pas à ces exigences, on ne regardera pas son offre. Par contre, on va avoir aussi des critères qui sont plutôt au niveau de l'évaluation, quand on a conscience que c'est un marché où ces critères-là ne peuvent pas être exigés complètement. On va pouvoir départager les fournisseurs en évaluant leurs réponses vis-à-vis de ces points-là. Donc, ça peut notamment concerner la durabilité des matériaux qui sont utilisés. Donc, on va avoir notamment une durée minimale qui est exigée ou bien une valorisation de la durée maximale de la durabilité. Je pense au parc, donc à la roseraie du parc Lagrange, par exemple, où on a exigé 15 ans minimum au niveau de la durabilité des matériaux utilisés. Ensuite, on va avoir des points liés à l'éco-conception, la réparabilité et le réemploi des matériaux utilisés. Donc, par exemple, des pièces de rechange qui vont être notamment disponibles pendant 10 ans, 2 ans pour les civières ou encore 20 ans pour les jeux d'école. Donc là, on va amener le fournisseur à proposer des matériaux qui sont durables, qui sont responsables et qui peuvent être aussi réutilisés, réemployés. Au niveau du biosourcing, quand on achète notamment des repas, on va privilégier des produits locaux, des produits de saison, et également avec des exigences au niveau des labels qui permettent justement de vérifier ces points-là. Pour la partie équité sociale, donc à ce niveau-là, on a notamment pas mal d'exigences au niveau des certifications et des labels. Donc on va regarder au niveau donc Fairware Foundation et puis Max Havelaar également. L'Ecotex, donc ça c'est plutôt pour la partie produits chimiques, environnementales. Mais pour continuer sur l'équité sociale, il y a également des questions liées à des audits sociaux. Est-ce que l'entreprise a réalisé des audits sociaux? Quand est-ce qu'a été réalisé le dernier audit? Est-ce que c'était par un organisme externe à l'entreprise ou est-ce que c'est interne à l'entreprise? Donc on va voir aussi, donc la valeur n'est pas la même évidemment.
Et donc ça, c'est notamment ce qu'on a pu faire au niveau des uniformes de la police municipale, puisque justement, c'était beaucoup de textiles, et de veiller à ces questions-là, puisque comme d'autres personnes l'ont dit précédemment, la filière textile est une filière très, très particulière avec beaucoup de problématiques liées au social, à la question sociale. Et puis, ce que je voulais dire également, c'est qu'on a travaillé notamment pour cet appel d'offres des uniformes avec DNA Product, qui est une société qui est chargée, donc très spécialisée dans la traçabilité. L'idée, c'est de mettre aussi une clause, nous, dans nos contrats et de dire on a le droit d'exiger la liste de vos sous-traitants pour pouvoir vérifier, en fait, plus tard, vraiment tracer le produit, de voir depuis la filature jusqu'à la confection et l'achat final, l'utilisation finale, de voir au moins toute la chaîne qui a été, dans laquelle qu'il a traversé. Donc voilà un peu les moyens qu'on a aujourd'hui pour vérifier au niveau de l'équité sociale. Slide précédente, s'il vous plaît. Merci. Du coup, donc, pour les autres points que j'ai identifiés et que je voulais aborder aujourd'hui, c'est notamment... Ah, pardon, donc ça, c'est... Donc, moi, je voulais la slide précédente. Enfin, du moins, encore... Voilà, c'est là, merci. Donc, l'autre point, c'est de transformer aussi un achat de biens en achat d'usage. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, par exemple, des ampoules pour éclairer un bâtiment, on va plutôt acheter l'éclairage. Et là, on va amener le fournisseur, on va le responsabiliser sur ces questions durables. Et c'est lui qui va se poser des questions en se disant quelles sont les ampoules qui vont durer dans le temps, comment je peux faire, puisqu'il a vraiment des questions de rentabilité derrière. Et donc là, on va éduquer en quelque sorte le marché et induire un changement. Ensuite, on a d'autres moyens qui sont utilisés par d'autres organisations. Par exemple, définir des nouveaux modèles de contrats, des contrats dits contrat à ambition. C'est-à-dire qu'on va avoir un process d'appel d'offres qui est tout à fait normal et dans le contrat, on va mettre en place des milestones en impliquant le fournisseur et en lui demandant de s'améliorer sur la durée. Et donc là, ça permet d'accompagner également le fournisseur, de travailler en mode win-win et de ne pas non plus le mettre dos au mur sur des problématiques qui lui aussi lui sont parfois difficiles à affronter. Ensuite, un avant-dernier point, c'est de renforcer les interactions entre les acteurs. Donc, ça peut être les acteurs donc, type acheteur privé, acheteur public, pour vraiment faire en sorte que les bonnes pratiques soient partagées. Et puis, également, travailler aussi avec des organismes type Emmaüs pour privilégier, donc, du moins, profiter de leur savoir-faire. Aussi, ce qu'on essaie de faire, nous, de notre part, c'est de travailler en étroite collaboration avec l'Agenda 21, qui est très spécialisé dans tout ce qui est label, tout ce qui est développement durable. Donc, vraiment, de profiter de ce savoir, de ces connaissances, pour que quand on fera nos appels d'offres, en amont, on puisse aussi mettre plus d'exigences, peut-être, qui soient réalistes. Et enfin, le dernier point que j'ai identifié et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de valoriser, de communiquer sur les initiatives, comme on le fait aujourd'hui, et notamment sur les fournisseurs, les produits locaux, pour qu'il y ait un peu plus de connaissance aussi du marché au niveau des fournisseurs qui font un travail réel sur ces problématiques. Et puis, on peut aussi penser à des prix type acheteur du mois ou employé du mois au niveau du développement durable pour sensibiliser les autres et puis pour vraiment créer cette dynamique. Voilà pour ma part. Donc, est-ce que nous passons la parole à Gaëtan? Excusez-moi, est-ce que c'est Gaëtan qui va continuer? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, Gaëtan. Voilà, je n'avais pas branché mon micro. Donc voilà, moi j'ai une seule slide. Je serai très bref vu que le temps file. Simplement pour dire en quelques mots comment la ville de Genève pense mettre plus de fair trade dans sa politique, dans ses politiques publiques, en ayant adhéré. Alors, on attend encore très formellement la signature, mais c'est à bout touchant, donc adhérer à la campagne Fair Trade Town. Il y a énormément de choses à faire déjà en interne. Donc, il y a tout ce qui est café et fournitures alimentaires. Ça semble anecdotique, une évidence, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, on est en train, avec mon collègue Thomas,
de faire un argumentaire sur l'importance d'utiliser du café équitable et en grains, si possible biologique, de voir quelles sont les plus-values de ce café et de faire un travail en collaboration, donc, notamment avec Leïla et nos collègues de la centrale d'achat pour proposer des formules très concrètes de café en grains équitable pour l'administration, puisque aujourd'hui, c'est une compétence décidée par chaque service, donc ce n'est pas centralisé et chacun peut choisir son type de café, de thé. Donc là, il y a un enjeu à promouvoir le commerce équitable par ce biais-là. Ensuite, Leïla l'a abordé, donc savoir comment est-ce qu'on peut renforcer l'intégration des labels équitables dans les achats publics, donc qui passent par des procédures d'achat. Je pense en premier lieu au textile, puisque là, il y a vraiment une évidence, et puis on connaît ces labels dans d'autres domaines, mobilier, etc. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais ça progressera aussi. Donc là, une collaboration à renforcer avec la centrale d'achat pour la connaissance sur ces labels. Le troisième point, c'est la restauration collective. Donc là, tout ce qui est restauration scolaire dans les écoles et puis les crèches, où on a déjà initié des programmes pour revoir les pratiques d'achat, donc qui sont gérées par les associations elles-mêmes, et où, évidemment, on va renforcer le critère sur les labels équitables pour tout ce qui est produits exotiques. Donc, notamment, on pense à interdire ou en tout cas limiter au maximum des produits exotiques qui ne seraient pas labellisés du commerce équitable. Le dernier point, et j'en termine avec ça, c'est toute la question de la promotion publique. Donc, on va participer au groupe de travail du réseau du commerce équitable et puis faire des événements publics, mais peut-être ce sera davantage dans un deuxième temps, une fois qu'on aura quand même acquis un certain nombre de règles pour l'interne de l'administration. Merci Gaëtan. Et je passe la parole à Daniela. Est-elle là? Je ne la vois pas. À toi, Daniela. Est-ce que vous me voyez, m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Oui. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Le parcours que je vous propose brièvement maintenant nécessite que vous vous enfonciez dans les couches archéologiques présentées par M. Steiner parce que vous verrez que l'engagement dans ma commune, Bellinzona, n'est pas encore au niveau des propositions et des projets qui ont été illustrés tout d'abord. Moi, je suis conseillère communale à Bellinzona, une ville qui a 45 000 habitants, donc peut-être environ la 10e, la 11e ville de Suisse, mais qui est encore un laboratoire. Elle est née d'une agrégation récente en 2017, et donc maintenant, ce travail est tout à fait encore en plein. Mais entre-temps, Bellinzona est devenue Fairtrade Town en mai 2019. En tant que conseillère communale et aussi en tant que coordinatrice des magasins du monde de la Suisse italienne, j'ai tout de suite eu intérêt au thème des achats publics. Et mon point de départ a été la restauration collective dans les cantines scolaires. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un domaine de compétence de la ville, tout d'abord, parce que le repas à l'école est une expérience partagée par tous les élèves, parce que le service de réfection est obligatoire dans l'école maternelle, et il fait partie aussi du parcours éducatif. Et parce qu'en école et secteur de la formation, en influence sur l'éducation des jeunes et sur leur mode de consommation pourrait donc avoir un impact positif majeur et servir de modèle et d'exemple de bonnes pratiques. Et finalement, je me suis dit, si ces modèles pratiques fonctionneraient pour les cantines, pourquoi
ne pas envisager de les d'étendre leur utilisation dans d'autres domaines au profit de la collectivité entière. Donc, à partir de ces constatations, d'une suggestion d'un collègue de mon groupe qui m'a renseigné sur des exemples en Suisse romande, notamment dans la ville de Lausanne, et en profitant de la réorganisation des instituts scolaires de Bellinzona en 2018, c'est là qu'est née l'idée de vérifier d'abord l'état des lieux. Et en 2018 a été déposée une première interrogation à l'exécutif qui visait à vérifier l'existence de critères et de pratiques de durabilité dans le choix des achats et des fournisseurs pour la restauration collective dans les cantines scolaires de Bellinzona. Dans sa réponse évasive et qui me fait retourner dans la couche 3A, la mairie cite d'abord son engagement vers la durabilité liée aux aspects sociaux, un sujet que la ville est en train d'affronter avec la participation au projet Fairtrade Town, mais la demande qui visait aussi à la durabilité environnementale n'a pas de réponse, aucune réponse sur les chaînes d'approvisionnement, l'incidence du transport, saisonnalité du produit, etc. Une réponse qui est donc satisfaisante seulement en partie. Mais dans le même temps, la presse tessinoise relate des exemples de quelques autres communes qui ont entrepris des démarches envers les achats de proximité dans les cantines scolaires. Et ces démarches sont faites en collaboration avec le Centre de compétences agroalimentaires du Tessin, centre qui devrait être représenté ici aujourd'hui par M. Andrea Zanini, le tout nouveau responsable des projets de cantines. La chose se fait donc intéressante aussi. Les expériences en cours dessinent de nouvelles perspectives et je prends donc contact avec ce centre, lequel, très disponible, nous propose un projet original. Collaborer avec Bilong pour tester avec cet indicateur la durabilité des achats collectifs. Qu'est-ce que c'est Bilong? Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre la slide sur Bilong. Voilà, merci. C'est un indicateur qui permet d'évaluer au moyen de 5 critères l'impact sur l'environnement des aliments, et cela sur une échelle de A à E. Il a pour mission de communiquer aux acheteurs une information environnementale sur les produits alimentaires et de leur donner un critère supplémentaire pour faire des achats en toute connaissance de cause. Attention toutefois, Bilong se concentre sur les aspects liés à l'environnement. Pour ce qui concerne l'équité, il ne la prend pas en compte spécifiquement. Elle n'arrive qu'en deuxième degré dans le critère mode de production, où le label Fairtrade est pris en compte parmi d'autres. Le respect du bien-être animal, les autres critères, le respect du bien-être animal, la biodiversité. Retour à Bellinzona allora et à la collaboration proposée par le CAT. Une analyse des achats de la part d'experts, suivie d'une évaluation et de suggestions pour améliorer la durabilité des pratiques. Pour le projet de Bellinzona, qui serait le premier au sud des Alpes, le CAT met à disposition de ses compétences et propose de se charger d'une partie du travail, l'analyse des bulletins de livraison, traduction des rapports, etc. Donc, il y a là tous les ingrédients pour continuer le travail législatif. À ce moment, on dépose une motion en 2019, l'année suivante, une motion qui présente le projet de collaboration Bilong et CAT. Coût total 4 500 francs, donc pas vraiment quelque chose d'inarrivable. Avec l'aide du CAT pour la ville, l'investissement serait de 2 800 francs. Difficile de résister à une telle offre. Claire, je vois que vous... Merci Daniela. Est-ce que tu as terminé? 20 secondes. Ok, très bien.
Après, difficile de résister donc à cette offre, mais en ce moment, le projet a été accueilli, mais malheureusement, il a dû avoir un moment d'arrêt à cause de la pandémie et à cause aussi d'une certaine méconnaissance, c'est une évaluation personnelle, et d'un manque d'intérêt de la part, quelque part dans les maillons de la chaîne. Voilà, merci à tout le monde. Merci Daniela. Alors pour prolonger cette proposition, puis peut-être après on laissera la place donc, à une question de Antonella Steib qui fait aussi partie du groupe de travail de Bellinzona qu'elle pose à Madame El Kadar. Antonella, je te propose de poser cette question. Et si après il y a une ou deux autres questions pour les towns, pour Carouge ou Genève, je vous prie de les poser rapidement, peut-être sur la chat pour faciliter la vie. Voilà. Antonella, à toi. Merci. J'ai trouvé très intéressant la présentation de Madame Leila et je voulais juste savoir, j'ai eu l'impression que peut-être la ville avait déjà fait un règlement sur ces questions qu'elle a évoquées, en particulier sur les exigences et sur les critères. Vous avez déjà fait un règlement ou bien pour le moment pas encore? Bonjour Antonella. Oui, alors j'étais en train de voir donc, pour votre question. En fait, on n'a pas de règlement spécifique, mais on a une pratique systématique depuis très longtemps sur les projets d'inclure les critères de développement durable systématiquement à chaque fois sur les appels d'offres. C'est bien. Merci. Est-ce que tu es satisfaite? Ça répond à votre question ou Peut-être, Leïla, je peux compléter, même si effectivement, ce n'est pas un règlement, rappeler aussi que dans la définition du programme stratégique de développement durable qui avait démarré en 2010 et puis qui aujourd'hui n'existe plus sous cette forme-là, il y avait la question de l'intégration des critères de durabilité dans les achats publics. Alors, ce n'était pas vraiment un règlement, mais c'était des objectifs et des mesures posées à travers un programme stratégique partagé par l'ensemble de la ville, qui a donné ces pratiques dont tu parles, Leïla. Donc, ça signifie que quand vous faites des appels d'offres pour des fournitures, etc., vous appliquez ces indications issues de ces pratiques systématiques, c'est ça? Oui, exactement. En fait, à chaque appel d'offres, on inclut ces critères. Ouais. Très bien. Merci. Merci Leïla, merci Antonella. Est-ce qu'il y a encore une question adressée aux villes? Si ce n'est pas le cas, je vous propose, vous pourrez toujours éventuellement les poser par la suite, je propose de céder la parole à Jean-Blaise Trivelli. Voilà, à vous s'il vous plaît, merci. Voilà, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à Fairtrade Suisse pour l'organisation de ce séminaire. Merci aussi à tous les intervenants, c'était vraiment passionnant. Je vais essayer donc d'être relativement synthétique dans ma présentation aussi, vu l'heure. Donc, vous pouvez déjà passer au slide suivant, merci. Alors voilà, simplement vous expliquer qu'au sein de l'État de Genève, on a donc un plan climat cantonal qui est en train d'être révisé, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux objectifs suite à la déclaration de l'urgence climatique par le Conseil d'État en décembre 2019. Dans ce plan climat cantonal, on a donc un axe qui traite spécifiquement de la production et de la consommation avec une mesure qui touche vraiment aux achats professionnels responsables. Donc, cette mesure, c'est adapter et promouvoir des outils d'évaluation des gaz à effet de serre pour les achats professionnels responsables. Cette mesure est particulièrement importante pour l'État de Genève parce que les marchés publics genevois représentent 2% du PIB genevois. Là, c'est pris en compte autant les achats au niveau de l'État qu'au niveau des communes, mais naturellement, c'est une estimation parce que voilà, c'est un chiffre qui n'est pas forcément facile à obtenir et qui varie. Mais ce qui est important, c'est que ces achats publics, donc, on a un gros levier d'action pour des modes de production et de consommation qui soient plus responsables. Dans les différentes mesures donc, qui sont prévues dans ce nouveau plan climat cantonal, donc aussi ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'a pas encore été adopté par le Conseil d'État. On est en cours de finalisation et donc il devrait être adopté au printemps 2021.
Donc, dans les mesures, on trouve déjà augmenter le taux des marchés publics qui intègrent les principes du développement durable, autant au sein de l'État qu'au sein des institutions de droit public. Je vais revenir dessus par la suite. Ça va être aussi utiliser le guide des achats professionnels responsables, qui est un peu une bible qui a été sur les achats donc professionnels responsables, qui a été développé par l'État de Genève et puis l'État de Vaud avec le soutien de la Confédération. Je reviendrai aussi un petit peu sur la suite plus tard. Et puis, ça va être aussi convaincre les organes décisionnels de pondérer les critères d'adjudication en cohérence avec la notion du meilleur rapport qualité-prix, et aussi encourager les décideurs des familles d'achat qui sont le plus émissifs au niveau du carbone, c'est-à-dire notamment les véhicules et puis l'alimentation, à intégrer cette dimension justement carbone dans leurs futurs appels d'offres. Dans la slide suivante, donc, l'État de Genève a une centrale commune d'achat. Elle n'est pas uniquement destinée aux services et offices de l'État de Genève, mais aussi certaines entités externes à l'État passent par cette centrale d'achat pour faire des achats. Que ce soit par exemple l'Université de Genève ou bien certaines justement institutions de droit public. Les objectifs de cette CCA, c'est donc naturellement de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables, c'est-à-dire que notre Conseil d'État va aussi édicter des règles pour cette centrale d'achat, notamment par exemple on essaie maintenant de lutter contre les plastiques à usage unique et puis on essaie d'intégrer toujours ces principes de développement durable dans les achats. Donc, elle se doit aussi de respecter au final les principes de la performance de l'action publique. Elle doit maîtriser ses risques, naturellement, qui sont liés aux achats. Et puis, elle se doit de promouvoir justement ces principes du développement durable, autant au niveau des aspects sociaux et environnementaux pour les fournisseurs, mais également pour les fournitures et pour les services. Au sein de l'État de Genève, on avait un système de management environnemental qui a été dissous, ça fait environ 5 ans en arrière, mais maintenant, il a été remis en fait au goût du jour. Et donc, plusieurs mesures qui sont en cours de validation touchent justement l'aspect achat professionnel. Tout d'abord, la CCA donc, va travailler pour définir un catalogue de produits qui soit durable. Elle va naturellement aussi travailler pour communiquer et puis sensibiliser les collaborateurs de l'État à ces bonnes pratiques. Elle va aussi travailler pour privilégier la réutilisation à l'interne des biens mobiliers. C'est vrai qu'actuellement, chaque fois qu'il y a un déménagement, il n'y a pas vraiment, on va dire, un état des lieux qui est fait du mobilier disponible au sein de l'État. Donc voilà, l'objectif, c'est d'éviter d'acheter, mais de pouvoir réutiliser ce qui est déjà disponible au sein, au final, de l'État. Et puis, ça va être aussi adapté et promouvoir des outils d'évaluation de gaz à effet de serre pour justement ces achats professionnels responsables pour aider dans la prise de décision. En fin de vie aussi des produits, il est important donc de systématiser l'utilisation des bonnes filières de recyclage donc pour pouvoir valoriser les différents déchets issus de ces produits. Slide suivante. Au sein de l'État de Genève, en fait, c'est un peu une de mes tâches aussi principales. Je coordonne en fait une plateforme qui s'appelle Développement durable et institutions de droit public. Les institutions de droit public, c'est des entités qui ont des contrats de prestation ou des conventions d'objectifs avec l'État de Genève. Actuellement, le Conseil d'État a décidé que ces entités devaient maintenant inclure dans leurs contrats de prestation et conventions d'objectifs des cibles de développement durable. Et on a justement aussi des cibles au niveau des achats responsables, où la cible, c'est justement intégrer les principes du développement durable dans les achats de l'entité. Comme membre justement de cette plateforme, voilà, on a les transports publics, on a l'aéroport, l'hospice général, les HUG, les services industriels, tous aussi les grosses fondations comme la Fondation des parkings, on a l'Institut, donc l'IMAD, l'Institut de maintien à domicile, les EPI qui se chargent de l'intégration, et on a aussi l'Université de Genève et puis des différentes HES. Et donc cette plateforme on va dire, on a différents groupes de travail dans cette plateforme, dont un sur les achats responsables, où maintenant on est en train de travailler avec eux pour justement définir des critères minimaux par catégorie de produits pour leur marché public sur invitation ouverte et sélective, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas actuellement, c'est considéré comme trop contraignant sur les procédures de gré à gré. On essaie naturellement de les pousser aussi d'aller dans ce sens, mais au sein du groupe de travail, on essaie vraiment de travailler sur des gros appels d'offres. Donc, au niveau des catégories de produits,
On a justement ces grandes catégories qu'on retrouve dans le guide des achats professionnels responsables, qui sont autant le papier, les fournitures de bureau, le mobilier, le matériel électronique, les vêtements, les produits de nettoyage. Donc voilà, on est en train de définir en fait ensemble des critères minimaux qui devront être inclus dans les appels d'offres, justement comme critères d'adjudication pour voilà, évaluer et puis trouver l'offre qui soit la plus avantageuse. Naturellement, au sein aussi de ce groupe de travail, on a un échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire que les entités vont aussi partager les différents appels d'offres qu'ils ont faits ou informer les autres entités qui vont lancer des appels d'offres pour voir si d'autres entités aussi sont sur la même thématique et seraient donc intéressées à mutualiser les choses. Slide suivant. Au niveau plutôt, je dirais, partenariat un petit peu roman, on a ce qu'on appelle le partenariat des achats informatiques roman, avec l'acronyme PAIR. En fait, c'est une association à but non lucratif qui actuellement regroupe une quarantaine de membres des services publics romans et tessinois. Et en fait, au sein de l'État de Genève, vous pouvez voir, il y a différentes entités qui font partie de ce partenariat. L'objectif principal, ça va être donc de lancer des appels d'offres qui soient groupés dans le domaine des équipements informatiques de bureau. Donc, autant les imprimantes, les portables, les écrans, les serveurs. Et donc, l'objectif, c'est avec un certain volume d'achat, on aura naturellement des meilleurs produits et des meilleures prestations à des meilleures conditions, à des meilleurs prix. Donc, l'objectif, c'est de mutualiser justement ces différents appels d'offres. Naturellement, le PAIR est aussi très soucieux des aspects sociaux et environnementaux, notamment voilà, les labellisations qui sont derrière les différents produits et derrière les différents fournisseurs. Le seul problème, c'est qu'il y a un problème au niveau du suivi, au niveau du monitoring de terrain. Donc, pour ce faire, en fait, la solution qui a été trouvée, c'était de s'affilier avec une ONG qui s'appelle Electronics Watch, qui, elle, se charge de vérifier donc, les conditions de travail et le respect des droits humains tout au long de la chaîne de production du matériel informatique. Donc, comme ça, le PAIR, justement, peut s'assurer que sur le terrain, concrètement, parce qu'on en parlait justement avant, c'est vrai que c'est des fois très difficile de pouvoir monitorer, de pouvoir évaluer tout ça. Il y a des labels qui existent, mais si on veut vraiment avoir toute la chaîne de production, ça va être difficile donc justement d'avoir ça. Et donc, c'est pour ça que le PAIR a décidé de s'affilier à Electronics Watch. Slide suivante. Au niveau de la collaboration aussi intercantonale, donc, il y a une association qui existe qui s'appelle CORD 21. CORD 21 est une association qui regroupe les collectivités et institutions de droit public de Suisse romande et du Tessin qui sont engagées dans une démarche de développement durable. Au sein de cette association, l'objectif principal, ça va être naturellement d'échanger un petit peu au niveau des bonnes pratiques, ça va être de créer, diffuser des outils, de lancer des projets qui soient communs, de favoriser les échanges et puis les synergies entre les différents membres, et puis naturellement aussi valoriser ce qui se fait au sein justement de ces différentes entités. On travaille aussi sur l'aspect achat, c'est-à-dire que différentes recommandations ont été aussi développées au sein de CORD 21 et tout ça ont été mis en ligne. En fait, il y a un site internet de l'association et donc les différents membres ont accès à ces différents documents qui ont été soit faits par les membres eux-mêmes ou développés concrètement au sein de cette association. Voilà, slide suivante. Juste pour finir, j'aimerais simplement vous citer deux outils que j'utilise très très fréquemment dans mon travail quotidien. C'est tout d'abord donc le guide des achats professionnels responsables. C'est un guide qui a été développé, ça fait maintenant une dizaine d'années en arrière, où on est en train de faire la 3e actualisation de ce guide. Concrètement, on est en train de faire fusionner ce guide avec la boussole de durabilité de la Fondation Push. Donc, en fait, c'était un petit peu le guide qui était utilisé plutôt par la partie suisse-allemande et puis le guide justement des achats professionnels responsables, actuellement uniquement disponible en français, était vraiment le guide utilisé plutôt pour la Romandie. L'objectif, c'est donc de faire fusionner ces deux guides pour qu'il n'en reste qu'un seul et puis que ça soit un petit peu la référence justement pour les achats responsables en Suisse.
C'est donc un mandat qu'on a de la Confédération pour mettre à jour ce guide et il sera aussi mis ensuite en ligne sur la plateforme nationale sur les achats publics responsables que je vous recommande très vivement d'aller consulter. Si jamais c'est www.pap.suisse, SWI2S. Et donc, c'est une plateforme qui a été lancée par la Confédération qui a vraiment comme objectif de pouvoir regrouper tout ce qui se fait, toutes les bonnes pratiques, toutes les recommandations au sein, justement, pour les achats responsables. On va retrouver différentes thématiques, mais donc on aura autant des thématiques sur les fournitures, les services, des critères, justement socio-environnementaux, mais on aura aussi d'autres critères. Par exemple, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une démarche au final d'achat responsable dans mon entité? Par quoi je vais devoir commencer pour pouvoir lancer une démarche d'achat responsable dans mon entité? Un autre guide qui est aussi très important, c'est donc le guide roman pour les marchés publics. Alors cette fois, c'est un guide qui se trouve disponible en français et en allemand. Ce guide donne vraiment toutes les grandes lignes donc pour tous les aspects aussi légaux relatifs à un appel d'offres. Et on va retrouver quand même aussi un petit volet qui sera beaucoup plus axé sur les achats responsables dans les annexes notamment, comme par exemple une annexe qui est relative à la contribution du soumissionnaire au développement durable. Donc, on aura les aspects sociaux et environnementaux et comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer ces critères, en fait, cette notion. Donc, c'est-à-dire si un fournisseur, par exemple, n'a pas de labellisation, il y a un questionnaire que le fournisseur va pouvoir remplir et en fonction justement des résultats de ce questionnaire, on pourra lui donner une note. Donc, je vous recommande vraiment très, très vivement ces deux guides et je profite aussi de faire un petit peu de publicité. La HEG est en fait en collaboration avec l'État de Genève pour des formations sur les achats professionnels responsables. Ces formations sont à disposition autant des entités publiques que du secteur privé. Et donc, c'est une formation qui a lieu sur 2 jours et on va dire c'est autant sur comment mettre en place une démarche de développement durable dans mon entité, mais comment aussi est-ce que je vais pouvoir ensuite concrètement appliquer ça et puis mettre ça en pratique dans les appels d'offres. Donc, si vous tapez HEG, achat professionnel responsable, vous allez tomber justement sur le lien. La prochaine formation devait avoir lieu au mois de février. Elle a été malheureusement repoussée et elle aura lieu le 16 et le 18 juin. On a beaucoup de gens, justement, on a des profils vraiment très intéressants qui participent à cette formation et donc je vous recommande très vivement d'y participer parce que c'est en final un peu une formation aussi continue si vous êtes déjà dans le domaine. Il y a une grande partie qui touche à tout ce qui est l'échange de bonnes pratiques et puis voilà le travail, on va dire, pratique concret. Donc c'est vraiment une formation qui est très concrète et que je recommande. Et voilà, c'est tout bon pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci pour votre attention. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous signaler, merci Monsieur Trivelli, c'était extrêmement intéressant. J'aimerais vous rappeler que nous mettrons à disposition, attendez voir, je ne vous vois plus maintenant. Je vous mettrai à disposition des liens indiquant par exemple les documents qui ont été cités par Jean-Blaise Trivelli, différents liens dont celui de la boussole de durabilité, etc., ainsi que vos noms et adresse email, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé d'échange de bonnes pratiques, donc je pense que c'est important aussi que de manière informelle, vous le fassiez. Alors après, je pense que vous pouvez répondre à Monsieur Anchaud qui vous demande, ah oui, est-ce que le guide roman pour les marchés publics tient d'ores et déjà compte des nouveautés issues de la AMPA, donc? Alors non, justement parce qu'en fait, quand la mise à jour a été faite, il n'y avait aucun canton concrètement qu'ils avaient adhéré à ce nouveau AIMP. Donc non, actuellement, le nouveau guide roman des marchés publics ne prend pas justement en considération, ne prend pas en compte le nouvel AIMP. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? J'ai un petit souci, je n'arrive plus à voir la chat. Philippe, est-ce que tu peux m'aider? Claire, moi j'ai écrit voilà. Une question pour alors, je te prie de la… Voilà. Je me demandais si les services de l'État suivent toutes ces directives que vous mettez en place. Est-ce qu'il y a un contrôle
de l'application et comment on réagit? Alors, oui, concrètement, justement, moi, je travaille régulièrement justement avec la CCA, c'est-à-dire que je suis régulièrement consulté par la CCA pour justement voilà, leur définir des critères qu'ils vont pouvoir mettre dans ces appels d'offres. Donc, la CCA travaille justement concrètement avec le guide des achats professionnels responsables. Et donc, on est en train de, comme j'ai dit, de mettre à jour ce guide. Et on a fait en fait un groupe d'accompagnement qui a donc autant des entités au niveau cantonal que communal. Et dans ce groupe d'accompagnement, on a aussi justement la centrale commune d'achat. Donc, on collabore vraiment avec eux. Et puis oui, le guide est concrètement utilisé à l'interne de l'État. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore une question de Juliane Lacroix. Oui, Juliane, à toi. Oui, en fait, je voulais juste savoir si les critères minimaux qui sont définis dans le cadre de la plateforme développement durable et institutions publiques pouvaient être mis à disposition parce que pour des plus petites communes, c'est vrai que c'est compliqué de devoir définir les critères à chaque fois et du coup, si c'est possible de bénéficier du travail, de l'excellent travail des autres, on est toujours preneur. Alors concrètement, je vous explique, si vous allez dans le guide justement des achats professionnels responsables, vous allez voir, il y a un peu deux types de recommandations. Il y a les recommandations justement un petit peu de premier niveau et les recommandations de deuxième niveau. Et nous, en fait, on se base vraiment sur ces recommandations, on va dire, de premier niveau qui sont vraiment, voilà, on va dire, les plus importantes. Et ce qu'on est en train de faire justement concrètement avec ces établissements justement publics indépendants, c'est de regarder si c'est concrètement réellement applicable pour eux ou bien si certains justement de ces critères sont trop contraignants ou si en l'occurrence il y a d'autres critères additionnels qui devraient justement être inclus. On est en train justement de faire ce travail. J'aurai d'ici un mois une séance justement avec ces établissements. Suite à ça, normalement, on devrait avoir justement un document qui soit finalisé. Donc, vous pouvez sans autre aussi m'écrire un email et puis je pourrai vous communiquer ces critères. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, alors une information, nous allons mettre toutes les présentations online. Alors, vous pouvez voir les links et les détails, les emails dans les présentations. Nous allons envoyer un email à tous les participants. Okay. Maintenant, il y a encore une question de Michel Muller, s'il vous plaît. Monsieur Muller? Alors, oui, elle est sur le chat, ma question. Est-ce que vous pourriez la lire? Moi, j'ai des problèmes avec Zoom maintenant, je n'arrive pas à la lire. Oui. Donc, je serais reconnaissant de la poser à nouveau. Oui, alors, il y a deux questions. Par rapport au dialogue fournisseur et respectivement pression possible si l'acteur public est un gros client, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on ne fait pas pression sur lui en lui mettant des critères et sans dialoguer avec lui? Et la deuxième question, si on doit faire beaucoup de contrôles par rapport à beaucoup de critères, est-ce qu'on ne risque pas beaucoup de bureaucratie aussi? Qui veut répondre? Carouge, Genève ou M. Trivelli? Je vous en prie. Alors, si vous voulez, je peux déjà commencer par dire une première partie de réponse et puis je laisserai donc les autres intervenants compléter. Donc, au niveau des fournisseurs, en fait, concrètement, souvent l'évaluation d'un fournisseur va passer justement par simplement un formulaire qu'il va devoir remplir. Et donc, en effet, on va dire l'État, en tant que gros acheteur, peut faire justement au final pression, enfin va plutôt sélectionner, on va dire, le fournisseur qui respecte le plus justement ces conditions. Dans le guide roman des marchés publics, donc on a une annexe, c'est l'annexe T5 qui est donc vraiment la contribution du soumissionnaire au développement durable, où là, au final, des entreprises sont déjà labellisées, que ce soit éco-entreprise, et si justement une entreprise n'est pas labellisée, on va lui demander justement de remplir ce questionnaire pour pouvoir avoir un système de notation qui soit comparable entre les différentes entités. Ensuite, en ce qui concerne les contrôles et puis les risques, justement,
c'est pas pour rien que, par exemple, il y a des ONG ou bien des labels. C'est justement souvent pour pouvoir éviter, on va dire, cette surbureaucratie. Ou bien, on voit, par exemple, Le Père qui s'est affilié à Electronics Watch. C'était, on sait que dans le matériel informatique, les chaînes d'approvisionnement sont très longues, voilà, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui rentrent en compte. Et donc, ça permet justement d'éviter ce surcroît, on va dire, de bureaucratie, parce que si on est affilié justement à Electronics Watch va faire le travail à la place. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse à M. Muller? Je veux bien, mais je veux juste réécouter le début de la question, s'il vous plaît. Il y avait deux questions que je retrouve ma discussion. Dialogue fournisseur et pression possible, c'était celle-là, ou bien c'était la question des contrôles avec le risque de beaucoup de bureaucratie? Au niveau des contrôles, moi je peux compléter un peu. C'est vrai que le contrôle, nous, on ne le fait pas. On n'a pas cette possibilité-là. Et c'est effectivement pour ça qu'on demande des audits sociaux et qu'on s'appuie sur les certifications directement des organismes tierces. Mais voilà ce que je peux ajouter à ce niveau-là. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, effectivement, ce webinaire a posé, a placé les défis importants que cette nouvelle loi offrait, a aussi posé des questions. On se demandait si vous seriez intéressé d'ici quelques mois ou une année de relancer un webinaire du type pour approfondir un petit peu les sujets. Entre-temps, comme je vous le disais et comme vous l'a précisé Philippe, toutes les informations nécessaires pour vous contacter, pour relire les interventions, vous les trouverez sur notre site. Et j'espère que on a beaucoup parlé de changement de paradigme. Alors, je ne sais pas si cette nouvelle loi va permettre tout de suite un changement de paradigme. En tout cas, je pense que les bases sont posées, les éléments nous permettent de travailler et votre présence nombreuse en témoigne aussi. Et je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons faire avancer les choses le plus rapidement possible. Merci à tous de votre contribution, de votre écoute et à bientôt pour, comme me dit M. Muller, à une nouvelle édition. Merci de la part de Swiss Fair Trade, merci de ma part et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci aux techniciens qui ont assuré le suivi technique. C'était aussi important. Très bien. Au revoir. Merci beaucoup. C'était super. Au revoir. Très intéressant, ouais, merci.